Alors bonjour, bienvenue à cette quatrième capsule pour les interventions préventives au préscolaire. Mon nom est Claudine Perroux, je suis conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire. Moi, c'est Andréane Poirier, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire au primaire. Alors cette quatrième capsule le sujet est donc de repenser le rôle et les interventions de l'enseignant ou de l'enseignante orthopédagogue à l'éducation préscolaire. Et pour parler davantage de qu'est-ce qu'on fait au préscolaire, bien, on se rappelle que les deux mandats de l'éducation préscolaire sont de favoriser le développement global et de mettre en œuvre des interventions préventives. Des méta-analyses en éducation réalisées d'abord aux États-Unis ont révélé que de nombreuses retombées positives à la collaboration. Évidemment, ça a un impact sur la réussite scolaire des élèves. Mais au-delà des impacts sur les élèves, sur les enfants, on note également que ça a des retombées positives aussi chez les enseignants et les différents intervenants. Donc, ce qui dit que de travailler en équipe, ça permet des meilleures interventions en classe de la part des enseignants qui, eux aussi, arrivent à mieux cibler les problèmes des élèves, donc dans nos échanges avec les autres professionnels, avec les collègues, et aussi que les enseignants, eux, aident les autres intervenants en transmettant des informations, notamment sur les enfants qui sont vraiment utiles et importantes pour permettre aux autres intervenants scolaires, d'avoir les bonnes informations pour bien intervenir. Dans cette lignée-là, c'est tout à fait logique de se mettre à se questionner, à repenser le rôle et les interventions de l'enseignante orthopédagogue. Par le passé, on avait pas nécessairement autant d'intervenants qui venaient dans les classes du préscolaire. Et plus on a d'intervenants, plus il faut se questionner à savoir quel est le rôle de chacun et comment bien collaborer pour être le plus efficace possible avec l'entièreté de l'équipe qui entoure les élèves et qui entoure les enseignants. Alors, quand on se questionne sur le rôle de l'orthopédagogue, il faut d'abord se rappeler quels sont les rôles principaux des orthopédagogues. Vous voyez, on a mis le soutien en classe en vert, le soutien en petit groupe en bleu et le soutien individuel en orange. Ce sont vraiment les éléments de soutien direct que l'orthopédagogue peut apporter aux élèves. Mais il y a également un soutien indirect qui est important et qui est à ne pas négliger dans le rôle de l'orthopédagogue. C'est le rôle conseil et d'analyse des besoins de l'orthopédagogue. Besoins des élèves, désolé. Ça se passe par la collaboration avec l'enseignant, mais aussi par la collaboration avec les autres intervenants de l'équipe multidisciplinaire. Il y a des facteurs qui sont facilitants. Là-dedans, c'est une bonne connaissance du développement de l'enfant, particulièrement au niveau cognitif, au niveau langagier, une bonne connaissance du programme d'éducation préscolaire. Ce sont des éléments qui viennent faciliter le rôle de l'orthopédagogue au sein de l'équipe, auprès de l'enseignante et auprès des élèves. La littérature des dernières années se positionne vraiment sur l'importance de l'intervention en collaboration avec les partenaires. Donc, on est dans la même lignée que ce qu'on vous dit. L'école, le milieu de vie de l'enfant, c'est une opportunité à ne pas ignorer. Les interventions qui se déroulent dans des contextes de communication naturels et inclusifs, comme les salles de classe, tendent à amener à davantage de réinvestissement et de généralisation chez les élèves. Les élèves qu'on voit souvent dans les bureaux d'orthopédagogie ont souvent de la difficulté à faire des transferts dans un nouveau contexte. On va les voir devenir très bons dans le bureau de l'orthopédagogue dans un contexte très spécifique. Mais quand on revient en classe, on a peu de réinvestissement, peu de généralisation. Et le fait de travailler dans la salle de classe, dans le milieu naturel de l'enfant, ça a vraiment des retombées qui sont très positives. Alors, vous allez voir que tout ça a en ligne les encadrements, les recommandations qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, voici, on a essayé de faire des exemples de soutien direct que l'enseignante orthopédagogue peut faire. On a une grande partie qui est le soutien en classe. Vous voyez, on a mis en priorité, en lien avec les encadrements, les éléments qu'on vient de vous proposer par la recherche. Vous avez également le soutien en petits groupes et le soutien individuel. Je vais aller les détailler davantage. Quand on parle de soutien en classe, qui est vraiment dans la priorité au préscolaire, c'est d'observer les enfants, de créer le lien, les soutenir dans leur jeu. L'orthopédagogue doit être capable de les voir, de les observer pour être capable de dresser un portrait, pour être capable de bien les connaître. L'orthopédagogue peut également superviser, animer un atelier pour modéliser des stratégies, faire de l'étayage. Il peut aussi soutenir un groupe pendant une activité, par exemple de conscience phonologique ou d'éveil à l'écrit.
Il peut co-animer une lecture interactive ou une lecture interactive enrichie, la LIE, avec l'enseignante. Et il peut aussi travailler au niveau du jeu symbolique, par l'étayage, le questionnement. On va en reparler un petit peu plus tard. À travers tout ça, il y a des élèves qui ont besoin d'une intervention plus ciblée. Donc, on peut avoir des soutiens en petits groupes de manière occasionnelle. L'orthopédagogue peut faire une activité spécifique selon les besoins de l'enfant, que ce soit en conscience phonologique, dans le principe alphabétique, dans les habiletés mathématiques. Il y a des élèves pour qui, au niveau attentionnel, c'est plus gagnant de faire ce type d'intervention-là à l'extérieur de la classe parce que le contexte de la classe n'est pas gagnant. Donc, dans ces contextes-là, on peut sortir de la classe, mais on priorise toujours le suivi en classe. Exceptionnellement, on a aussi des élèves pour qui le soutien individuel est à prioriser, soit parce qu'ils ont des grandes difficultés ou parce que le niveau attentionnel fait qu'en sous-groupe, c'est pas suffisant pour être capable de les rejoindre puis d'être capable de les faire progresser. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut exister, mais ça devrait vraiment être dans des cas exceptionnels où l'enfant a réellement démontré ce besoin-là. En fait, ce que tu nous dis, Andréane, c'est que le plus possible de laisser l'enfant dans son milieu plus naturel, dans son contexte de jeu, dans la classe. Exactement. On veut profiter des opportunités qui viennent du contexte de classe et elles sont nombreuses. Donc, sortir l'élève du contexte de classe, on sait que le réinvestissement ne se fait pas toujours. Donc, on veut s'assurer d'être en cohérence avec tout ça. On en parlait tout à l'heure, le rôle de l'orthopédagogue et de l'enseignant dans le jeu. C'est une très belle occasion pour voir ce que l'élève est capable de faire, mais aussi comment l'élève réagit à l'interaction avec l'enseignant ou avec l'enseignant orthopédagogue. Quand on stimule le jeu, on peut voir est-ce que l'enfant est capable de réinvestir cette stimulation-là? Est-ce qu'il est capable de repartir de ce qui a été proposé? Est-ce que du point de vue langagier, il va reprendre ces éléments-là? Par exemple, on a des enfants qui jouent à la maison, mais finalement, ils se promènent pas mal en faisant le chien dans la classe. Mais on peut venir structurer ça, réfléchir avec eux. Hey, il y a deux chiens dans la maison. Qui pourrait faire la maman, le papa, le frère, la sœur? Essayer de varier les rôles et de voir qu'est-ce que les enfants vont faire de cette proposition-là pour essayer de diversifier leur jeu et de les amener plus loin là-dedans. Ça peut être aussi dans le jeu libre. Les enfants, ils jouent à l'auto, ils jouent aux voitures, puis là, ils sont plusieurs. Ben, hey, vous avez plusieurs voitures. Est-ce que vous avez un garage pour les stationner? Qu'est-ce qui pourrait faire un garage? Est-ce qu'il y a un objet autour de vous? Et d'amener les enfants dans une situation vraiment de résolution de problème. Créer un besoin pour les amener à réfléchir et à se développer. Lorsque l'enseignant ou l'orthopédagogue prend le temps de faire ça, on vient vraiment pouvoir observer toutes les stratégies que l'enfant peut mobiliser. C'est une belle occasion pour l'enseignant orthopédagogue de créer lien avec des enfants qu'elle va peut-être revoir un petit peu plus tard. Tout à fait, c'est pas à négliger l'importance de ce lien-là parce que, surtout aussi jeune, travailler avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ça peut être tout à fait intimidant, puis on peut voir moins du potentiel de l'élève. Donc, c'est important de prendre le temps de créer ce lien-là. Ça peut être un contexte très gagnant pour ça. Tout à l'heure, je parlais que oui, il y a le rôle direct de l'orthopédagogue, mais qu'il ne faut pas négliger le rôle indirect. On va en parler un petit peu. Le rôle indirect, c'est vraiment dans la collaboration avec l'enseignant, la réflexion collaborative avec les enseignants par rapport aux pratiques pédagogiques reconnues efficaces. Donc, de réfléchir qu'est-ce qu'on met en place en ce moment dans la classe et est-ce que, selon la recherche, selon les connaissances qu'on a, est-ce que c'est des pratiques qui sont reconnues efficaces? Contribuer à l'analyse des besoins des enfants. On parlait du jeu comme excellent contexte pour apprendre à connaître les enfants. Bien, une fois qu'on a ces informations-là, il faut collaborer, il faut réfléchir ensemble pour établir un portrait des élèves. Même chose dans le dépistage. Le rôle de l'orthopédagogue est très important dans la détection des élèves qui démontrent des difficultés persistantes. L'orthopédagogue pourrait collaborer, par exemple, à un outil de dépistage comme l'outil portrait de classe pour faire une analyse plus spécifique des besoins de certains élèves. Ça ne veut pas dire de nécessairement passer le portrait de classe à tous les élèves de la classe, mais ça peut être un bel outil pour obtenir un portrait plus complet des capacités et des besoins d'un élève en particulier. Finalement, la collaboration avec les autres intervenants, c'est avec l'ensemble de l'équipe multidisciplinaire, participer par exemple au plan d'intervention, mais aussi à l'analyse des besoins d'un élève au sein de cette équipe-là multidisciplinaire. Maintenant, comment est-ce que tout ça peut s'articuler à l'intérieur d'une année? Voici une recommandation qu'on vous fait de comment ça pourrait se vivre à l'intérieur d'une année dans le temps
Vous voyez que tout au long de l'année, le soutien indirect, le rôle conseil, l'analyse des besoins, c'est au cœur du rôle de l'orthopédagogue et ça doit faire partie de son rôle du début à la fin de l'année. Septembre-octobre, vous voyez qu'on met davantage de soutien indirect, la collaboration aux besoins. On sait qu'en septembre-octobre, c'est un temps d'adaptation pour les élèves. Ils ont besoin de ce temps-là pour se placer. Les enseignants gèrent beaucoup l'adaptation, le comportement, les routines. Et c'est peut-être pas l'orthopédagogue qui ont besoin en termes de professionnels puis de soutien à ce moment-là dans l'année. Donc, c'est peut-être plus à partir de novembre à février que le rôle de l'orthopédagogue en soutien direct peut entrer en cause. On peut avoir évidemment encore du soutien direct, de la collaboration, mais on peut aussi avoir des activités de prévention universelles en classe ou des activités ciblées en classe selon les besoins, des ateliers, des choses comme ça. Finalement, de mars à mai, on a des activités de prévention ciblées en classe ou en sous-groupe de besoins qui peuvent être mises en place et de l'analyse de besoins encore et encore. À ce moment-là, on se rapproche plus de la fin de l'année, on se rapproche plus du début du primaire. Donc, on veut être sûr qu'on a placé nos priorités pour nos élèves qui s'en vont en première année. Mais ça se peut que les élèves, des fois, il y en a qui sont simplement pas rendus là à la fin du préscolaire. Il ne faut pas le perdre de vue, puis il faut garder en tête qu'on veut poursuivre ces interventions-là en première année. Il faut s'assurer qu'au début de la première année, on puisse venir intensifier nos interventions pour amener les élèves le plus loin possible et respecter le rythme d'apprentissage. Puis vous voyez en bas, à travers tout ça, la collaboration entre l'enseignante, les intervenants, entre l'enseignante orthopédagogue, l'enseignante, tout ça, c'est au cœur tout au long de l'année. Ça doit faire partie de toute notre réflexion. Fait qu'on aurait pu penser à tort qu'il n'y avait pas de place pour les orthopédagogues au préscolaire. Il y en a. Il s'agit juste de décider comment et quand, puis de s'assurer que dans l'école aussi, leur service soit bien distribué selon les besoins des enfants, des élèves au bon moment. Tout à fait, dans l'apprentissage de la lecture puis de l'écriture en septembre, en octobre, en première année, si on veut intensifier les services en première année, bien, c'est sûr qu'il faut que c'est un bon temps pour moins venir au préscolaire, pour laisser placer des routines, ces éléments-là, pour s'assurer qu'en première année, on puisse intensifier le service. Donc, c'est une manière de gérer non seulement les besoins du préscolaire, mais aussi les besoins au niveau de l'école pour être capable d'offrir un service qui est gagnant. Vous avez des exemples d'interventions en orthopédagogie au fil de l'année. Je ne lirai pas le tableau complet avec vous, là. Il est disponible sur le guide. Mais si on parle seulement là, de soutien indirect, la collaboration, mais ça peut être de réfléchir avec l'enseignante sur la séquence d'enseignement des lettres et des sons, de prendre le temps de collaborer dans la planification, de co-animer ou de modeler une lecture interactive, de travailler dans des activités de prévention universelle ou sous forme d'atelier, de faire des sous-groupes de besoins, de superviser une tâche en atelier, en classe. Donc, de novembre à février, ça peut être ce genre d'activité-là qui se fait. De mars à mai, bien, on continue des activités de prévention ciblées en classe, mais on peut avoir également des activités en sous-groupe, en individuel, exceptionnellement, où là, on peut sortir des élèves pour qui, au niveau attentionnel, au niveau de la stimulation, mais ils vont être gagnants d'être en sous-groupe et de travailler de manière plus spécifique sans avoir la stimulation du reste de la classe. Et à travers tout ça, l'analyse de besoins reste prioritaire pour être capable d'avoir un portrait complet des élèves des classes préscolaires. Alors, pour terminer cette capsule, on vous rappelle que l'objectif aussi, c'est que vous ayez pu faire l'écoute de cette proposition-là qu'on vous fait, de ces recommandations-là, et ensuite planifier un moment d'échange en équipe de collaboration pour pouvoir échanger, discuter, réfléchir à ce que l'on vous propose, puis comment ça va se concrétiser dans votre école, comment vous allez intervenir au préscolaire. Quelle pourrait être la nature des interventions? Et si on poursuit sur la prochaine diapo, là, je conclurai en vous disant que dans ces questions-là, vous pouvez un peu animer une prochaine rencontre en se disant qui doit intervenir au préscolaire et quand? Qui va collaborer aux interventions universelles et ciblées? C'est quand? Puis si on se rappelle aussi, il y a la capsule 3 qui vous parle plus en profondeur de qu'est-ce que c'est une intervention universelle, quelles sont les interventions ciblées. Puis comment on va faire ensemble pour améliorer la collaboration en classe entre intervenants? Pas facile de travailler en équipe, donc il faut se prévoir du temps pour s'en parler, pour se donner des tâches
des réflexions, avoir une vision commune de ce que l'on veut faire auprès des enfants qui ont plus de besoins. Et finalement, c'est quoi les moments qu'on a de disponibles? Et Dieu sait que le temps, c'est un enjeu dans nos écoles pour avoir ces moments d'échange-là entre intervenants. Puis finalement, pour les enseignants orthopédagogues, ça va être quoi la ligne du temps des interventions dans notre milieu? Alors, c'est ce qui complète nos 4 capsules sur l'intervention préventive au préscolaire. On vous invite à aller sur le site de l'éducation préscolaire de la commission scolaire, en fait, du centre de services scolaires, des découvreurs, pour aller revoir ou voir les 4 capsules et prendre connaissance du guide pour les interventions préventives au préscolaire. Merci, Andréane. Merci, Claudine.